Imaginez ceci. Vous vous promenez dans les rues de la Rome antique, en l'an 67 après Jésus-Christ, et vous assistez à quelque chose qui vous glace le sang. L'empereur lui-même, Néron, se promène dans le forum avec ce qui semble être sa nouvelle épouse, une super jeune femme drapée de bijoux soyeux. Mais des chuchotements suivent leur sillage, car tout le monde connaît la vérité horrible. Cette femme, aux côtés de l'homme le plus puissant du monde, était autrefois un garçon nommé Sporus. Et ce que Néron lui a fait représente l'un des actes les plus inquiétants d'abus psychologiques et physiques de l'histoire. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire, d'où écoutez-vous? Je trouve cela incroyable que nous explorions ces récits anciens ensemble, depuis différentes parties du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple histoire d'excès romain. C'est l'histoire de la façon dont le pouvoir absolu peut transformer l'amour en obsession, le chagrin en folie, et un être humain en une poupée vivante, créée pour satisfaire les fantasmes tordus d'un homme. Le nom, Sporus, ne vous est peut-être pas familier, mais son histoire vous entrera longtemps après que vous aurez terminé votre écoute. Commençons par l'homme qui allait devenir l'architecte de cette tragédie. Néron n'est pas né mauvais. En réalité, son règne précoce laissait présager de grandes promesses. Lorsqu'il monta sur le trône, à seulement 16 ans, de nombreux Romains croyaient qu'il était témoin de l'aube d'un âge d'or. Il réduisit les impôts, finança des divertissements publics et joua même dans des productions théâtrales qui ravissaient le peuple. Mais le pouvoir absolu a une façon bien à lui de corrompre même les âmes les plus prometteuses. Et en 65 après Jésus-Christ, quelque chose s'était brisé profondément dans l'esprit de l'empereur. Était-ce la paranoïa constante qui accompagne la certitude que tous ceux qui vous entourent convoitent votre place? Était-ce l'isolement, celui d'être le seul homme, dans un empire de 60 millions d'âmes, à ne jamais être contredit, jamais mis au défi, jamais entendu qu'il avait tort? Ou bien, était-ce ce qui était arrivé à la personne qu'il prétendait aimer plus que la vie elle-même? Son nom était Popée Sabine. Elle incarnait tout ce que Néron croyait vouloir chez une femme, une beauté à couper le souffle, assez intelligente pour égaler sa vision grandiose de lui-même, et assez ambitieuse pour partager ses rêves de gloire éternelle. Mais Popée n'était pas seulement un joli visage à la cour impériale. Elle possédait ce genre d'instinct politique tranchant qui faisait d'elle une alliée redoutable ou une ennemie des plus dangereuses. Quand Néron posa ses yeux sur Popée, il était déjà marié à Octavie, la fille de l'empereur précédent. Il avait été un politicien froid, et leur mariage sans amour. Popée représentait tout ce qu'Octavie n'était pas. Là où Octavie était calme et réservée, Popée, elle, était vive et dominante. Là où Octavie cherchait à éviter l'attention, Popée se délectait d'être au centre de tous les regards. L'affaire entre Néron et Popée avait commencé comme un scandale romain typique. Mais ce qui avait commencé comme un simple adultère évolua rapidement en une obsession authentique et dangereuse. Néron n'était pas seulement attiré par la beauté de Popée. Il était consumé par elle d'une manière qui terrifiait même ses conseillers les plus proches. Les historiens antiques décrivent le comportement de Néron, durant cette période, comme de plus en plus erratique et possessif. Il entrait dans des colères meurtrières si un autre homme osait poser les yeux sur Popée trop longtemps lors des fonctions publiques. Il commença à poster des gardes autour d'elle en permanence, officiellement pour sa protection, mais en réalité, pour surveiller chacune de ses interactions. Il la couvrait de cadeaux, vidant presque le trésor impérial, des bijoux d'Inde, des soies de Chine, des parfums d'Arabie. Mais, peut-être plus révélateur encore, il commença à remodeler la réalité elle-même pour nourrir son obsession. Tout d'abord, il divorça d'Octavie, une décision choquante qui aliéna bon nombre de ses partisans. Puis, il annonça son intention d'épouser Popée lors d'une somptueuse cérémonie impériale. Ce mariage fut un spectacle d'un luxe sans précédent, Néron ne reculant devant aucune dépense pour démontrer sa dévotion. Mais même cela ne suffisait pas à apaiser son besoin de posséder entièrement Popée. Il commença à l'isoler de sa famille et de ses amis, l'entourant de personnes qui devaient leur position uniquement à sa faveur. Il fit commander des dizaines de portraits et de sculptures d'elle, non seulement pour les montrer en public, mais aussi pour ses appartements privés, afin qu'ils puissent contempler son image, même lorsqu'ils étaient séparés. Les sources antiques nous racontent que Néron passait parfois des heures à l'observer, vaquer à ses activités quotidiennes. Ce n'était pas de la dévotion romantique.
C'était le comportement d'un homme qui avait confondu l'amour avec la possession, qui ne voyait pas en elle une personne indépendante, mais un bel objet existant uniquement pour son plaisir. Poppée, de son côté, semblait comprendre le jeu dangereux auquel elle participait. Elle était suffisamment intelligente pour reconnaître que sa beauté et l'obsession de Néron lui conféraient un pouvoir sans précédent, mais aussi assez rusée pour réaliser que ce pouvoir s'accompagnait d'énormes risques. Elle commença à utiliser son influence pour faire avancer les intérêts de sa famille, construisant un réseau de partisans capables de la protéger si jamais les affections de Néron vacillaient. Mais Poppée avait un défaut fatal, elle n'avait pas peur de tenir tête à Néron. Contrairement à tous les autres à la cour impériale qui avaient appris à anticiper l'humeur de l'empereur, Poppée conserva son indépendance d'esprit. Elle discutait avec lui de décisions politiques, critiquait ses activités artistiques et se moquait même de ses performances quand elle les jugeait médiocres. Les détails de ce qui s'est passé ce jour fatidique, en 65 après Jésus-Christ, varient selon l'historien antique auquel vous choisissez de croire. Mais le résultat reste toujours le même. Pendant ce qui avait commencé comme une simple dispute domestique, certaines sources racontent que Néron rentrait tard des courses de chars, d'autres évoquent ses activités théâtrales. Mais ce soir-là, l'empereur perdit le contrôle d'une façon qui le hanterait pour toujours. Selon Tacite, la querelle dégénéra lorsque Poppée osa critiquer les priorités de Néron, suggérant qu'il se souciait davantage de son image publique que de ses responsabilités en tant que mari et père. Elle était enceinte à l'époque, portant ce qui aurait été leur deuxième enfant. Peut-être le stress la rendait-il moins encline à tolérer le comportement de plus en plus erratique de Néron. Ce qui se passa ensuite est débattu par les historiens depuis des siècles. Mais le consensus est terrifiant. Néron, pris d'un accès de rage, aurait soit projeté, soit frappé sa femme enceinte avec une force si brutale qu'elle subit des blessures internes mortelles. Certaines sources évoquent un coup unique porté à son abdomen, d'autres décrivent une attaque prolongée qui la laissa inconsciente, gisant en sang sur le sol de marbre. Imaginez le moment où Néron réalisa ce qu'il venait de faire. Cet homme qui commandait 30 légions, qui pouvait faire exécuter quiconque d'un simple mot, qui était adoré comme un dieu dans les provinces orientales, venait de détruire la seule chose qui comptait réellement pour lui. La femme qu'il avait tant aimée était morte à cause de sa propre violence incontrôlée. Les sources antiques décrivent la scène qui suivit comme l'une des plus pathétiques de l'histoire impériale. Néron se serait jeté sur le corps de Poppée, la suppliant tour à tour de lui pardonner, puis ordonnant qu'elle vive comme si son autorité impériale pouvait s'étendre jusqu'à vaincre la mort elle-même. Il convoqua les meilleurs médecins de Rome, leur offrant des fortunes pour sauver sa vie, et les menaçant de torture s'ils échouaient. Mais il était trop tard. Poppée mourut en quelques heures, emportant avec elle l'enfant, un être qui aurait pu être l'héritier de Néron. À cet instant, quelque chose de fondamental se brisa dans l'esprit de l'empereur. Le chagrin qui suivit n'était pas seulement une dévastation émotionnelle. C'était une rupture totale avec la réalité. Le deuil de Néron devint légendaire. Il refusa que le corps de Poppée soit brûlé, comme le voulait la coutume romaine. À la place, il fit embaumer son corps et l'enterra dans un tombeau plus somptueux encore que ceux des empereurs précédents. Il la déclara divine, établit un culte en son honneur, et passa des jours entiers à parler à son cadavre, comme s'il pouvait encore l'entendre. Dès lors, la cour impériale dut naviguer dans un paysage encore plus dangereux. Les courtisans devaient participer à la fiction que Poppée était toujours vivante, parlant d'elle au présent, laissant son siège favori vide lors des banquets. Quiconque osait suggérer à l'empereur qu'il devrait passer à autre chose était immédiatement exilé, ou pire. C'est pendant cette période que Sporus entra dans la ligne de mire de Néron, sans savoir qu'il était sur le point de plonger dans un cauchemar. Sporus avait probablement 14 ou 15 ans, né esclave au sein de la maison impériale. Il avait été affranchi encore enfant. Il avait grandi derrière les murs du palais, recevant une éducation qui le préparait à des tâches administratives. À cette époque, c'était même une position de relatif privilège. Les affranchis au service impérial jouissaient souvent de meilleures conditions que les citoyens libres des classes inférieures. Mais ce privilège s'accompagnait d'une dépendance totale vis-à-vis de la faveur impériale. Les affranchis devaient tout à la générosité de leur ancien maître, créant ainsi une vulnérabilité absolue. Ils pouvaient être élevés à une grande influence, mais aussi rejetés, punis ou tués sur un simple caprice, sans aucun recours légal. Ce qui rendit Sporus spécial aux yeux de Néron, ce n'était pas son intelligence ou ses compétences. C'était son visage. Plusieurs sources antiques s'accordent à dire que le jeune homme présentait une ressemblance troublante avec la défunte Poppée, en particulier autour des yeux et dans la finesse de sa structure osseuse.
Dans un monde où les Romains croyaient que la ressemblance physique révélait un lien spirituel plus profond, cette similitude paraissait presque surnaturelle. La première fois que Néron posa les yeux sur Sporus, après la mort de Poppée, quelque chose se produisit dans l'esprit brisé de l'empereur. Voici une chance, pensa-t-il, de défaire l'irréversible, de ramener ce qu'il avait détruit. La ressemblance était si frappante qu'un instant, Néron crut peut-être réellement voir l'esprit de Poppée revenu sous une nouvelle forme. Bien sûr, il y avait un problème évident. Sporus était un homme. Mais pour un empereur qui s'était convaincu qu'il était un dieu, qui avait passé des mois à parler à un cadavre, changer le sexe de quelqu'un semblait un obstacle mineur. Ce qui arriva ensuite reste l'un des actes les plus cruels et calculés de l'histoire humaine. Néron ne se contenta pas de forcer Sporus à s'habiller en femme. Il décida de rendre la transformation permanente. L'empereur convoqua les meilleurs médecins de Rome et leur ordonna d'effectuer une intervention chirurgicale sur le jeune homme pour le faire paraître plus féminin. Ce n'était pas seulement une mutilation. C'était une destruction systématique de l'identité de Sporus en tant qu'être humain. La procédure était dangereuse, douloureuse et irréversible, entraînant souvent la mort par infection ou par perte de sang. Mais même si Sporus survécut, il serait à jamais changé physiquement, émotionnellement et socialement. Il ne pourrait jamais être père, ne ressentirait jamais de relations normales et ne serait jamais considéré comme pleinement masculin dans la société romaine. La chirurgie eut lieu dans des quartiers spécialement préparés du palais impérial. Les procédures chirurgicales antiques étaient rudimentaires, utilisant des instruments de base et des anesthésiques primitifs. Le processus devait être atroce, durant des heures, avec un risque élevé de mort. Sporus, maintenu fermement par des gardes, devait savoir que ses cris tomberaient dans des oreilles sourdes. Une fois que Sporus eut récupéré un processus qui prit des semaines, voire des mois, Néron annonça une nouvelle qui choqua même les aristocrates romains les plus blasés. Il allait épouser le jeune homme lors d'une cérémonie de mariage impériale en grande pompe. Les préparatifs prirent des mois, engloutissant d'énormes ressources. Sporus reçut un nouveau nom, Sabina, en hommage à la défunte impératrice, et fut installé dans des appartements spéciaux où il pouvait être préparé à son nouveau rôle. Les couturières impériales confectionnèrent une garde-robe entière, des robes destinées à flatter son physique transformé et à dissimuler ses traits masculins restants. Des joailliers de renom fabriquèrent des ornements exclusivement pour lui, plusieurs incorporant des pierres précieuses ayant autrefois appartenu à Poppée elle-même. Ces bijoux n'étaient pas de simples accessoires. Ils étaient des liens tangibles avec la morte, des rappels physiques de la personne que Sporus était désormais forcé de remplacer. Des maquilleurs lui enseignèrent des techniques cosmétiques pour féminiser ses traits, comment utiliser le charbon pour agrandir ses yeux, appliquer du rouge pour des joues rosées et adoucir les angles de son visage avec des poudres. Ces leçons n'étaient pas qu'une question d'apparence, elles étaient des exercices méthodiques destinés à effacer systématiquement son identité originelle. Les coiffeurs lui enseignèrent des coiffures élaborées, dignes d'une impératrice. Les techniques de beauté en vogue parmi les femmes aristocratiques romaines étaient désormais imposées à Sporus. Ses cheveux étaient coupés, enroulés et arrangés en motifs complexes, souvent agrémentés de précieux ornements. Ce processus pouvait prendre des heures chaque jour, nécessitant plusieurs serviteurs et des outils métalliques chauffés. Mais peut-être, les leçons les plus psychologiquement dévastatrices concernaient le comportement féminin. Sporus se vit attribuer des tuteurs qui lui enseignèrent comment marcher, s'asseoir et gesticuler, de manière appropriée pour une femme. Il apprit à tenir ses mains, à positionner ses pieds, à arranger ses vêtements lorsqu'il était assis et à se mouvoir dans l'espace avec grâce, plutôt qu'avec une force masculine. Des entraîneurs de voix travaillèrent avec lui pour modifier ses schémas de parole, lui enseignant à parler sur un ton plus aigu et à adopter les maniérismes linguistiques associés au discours féminin. C'était peut-être l'aspect le plus difficile, car les modèles vocaux sont profondément enracinés et extrêmement difficiles à changer consciemment. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique de cette transformation? Chaque jour, Sporus devait se regarder dans des miroirs qui reflétaient le visage d'un étranger. Chaque leçon de féminité lui rappelait que son identité était méthodiquement effacée. Chaque bijou qui avait autrefois orné une femme morte devenait désormais une chaîne, le liant à un rôle qu'il n'avait jamais choisi. Le mariage fut prévu pour le printemps 67 après Jésus-Christ, afin de coïncider avec des festivals religieux qui ajouteraient un poids cérémonial à l'événement. Néron n'épargna aucune dépense, traitant cette union comme un mariage impérial légitime, digne des plus grands empereurs de l'histoire romaine. La cérémonie eut lieu dans la plus grande salle du palais, décorée de fleurs importées et illuminée par des milliers de lampes à huile.
Les musiciens jouèrent les chants nuptiaux traditionnels, tandis que les serviteurs offraient les meilleurs vins et mets délicats. Aux yeux d'observateurs extérieurs qui ne connaissaient pas toute l'histoire, cela aurait pu sembler être un mariage impérial ordinaire. Mais ceux qui étaient dans la confidence comprenaient qu'il assistait à quelque chose de profondément troublant. Voici l'homme le plus puissant du monde, épousant publiquement un adolescent chirurgicalement modifié, déguisé en épouse morte. La cérémonie comprit tous les rituels traditionnels romains. Échange des vœux, jonction des mains, partage du pain sacré, signature des documents légaux rendant cette union officielle. Les invités jouèrent leur rôle avec un talent consommé, offrant des félicitations et des cadeaux somptueux tout en affichant une joie de circonstance. Mais l'atmosphère devait être épaisse de terreur à peine dissimulée, de fascination morbide et d'une énergie nerveuse née de leur participation à quelque chose de fondamentalement malsain. Après le mariage, Néron traita Sporus exactement comme une impératrice légitime. Le jeune homme reçut son propre personnel, des appartements dans le complexe du palais et un revenu prélevé sur le trésor impérial. Il disposait de sa propre litière pour voyager, de chevaux pour se déplacer et d'un cortège de partisans. Mais tout ce luxe apparent avait un prix terrible, celui de l'effacement total de son identité originelle et de la performance constante d'un rôle psychologiquement dévastateur. Sporus devait accompagner Néron lors des fonctions publiques, s'asseoir à ses côtés lors des dîners officiels et jouer la femme dévouée dans toutes leurs interactions. Ce n'était pas qu'une question d'apparence. Néron semblait réellement convaincu qu'il avait réussi à ressusciter Popée. Il appelait Sporus par le nom de son épouse morte, se remémorait des souvenirs partagés qui n'avaient jamais eu lieu et attendait des réponses qui entretenaient cette fiction élaborée. Pour Sporus, chaque jour devenait une performance à haut risque où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Il devait non seulement se rappeler de paraître et d'agir comme une femme, mais aussi répondre comme s'il était véritablement Popée. Lorsque Néron évoquait des événements de leur ancien mariage, Sporus devait réagir comme s'il se souvenait personnellement de ces moments. Les sources antiques décrivent comment Sporus devint de plus en plus habile dans cet art de la tromperie, développant une capacité presque surnaturelle à anticiper les humeurs de Néron et à y répondre de façon appropriée. Mais elle note également qu'au fil du temps, il devint plus renfermé, plus mélancolique, bien qu'il continuât à jouer son rôle assigné parfaitement en public. La tension psychologique est presque impossible à imaginer. Chaque matin, Sporus s'éveillait dans des appartements décorés pour lui rappeler une femme morte qu'il n'avait jamais rencontrée. Chaque reflet dans un miroir trahissait une apparence qui n'était plus la sienne. Chaque conversation exigeait qu'il fasse semblant d'être quelqu'un d'autre, d'avoir des souvenirs et des expériences qui ne lui appartenaient pas. Pendant plus de 2 ans, Sporus vécut cette existence étrange et déchirante. Mais son épreuve atteignit de nouveaux sommets lorsque Néron décida d'entreprendre une tournée en Grèce. L'empereur se voyait comme un artiste et brûlait d'impatience de participer au festival grec, persuadé que ses talents y seraient enfin à leur juste valeur. Naturellement, Sporus l'accompagnait, exhibé devant les dignitaires étrangers comme l'impératrice de Rome. Imaginez, les aristocrates grecs tentant de comprendre leurs conquérants, voyageant avec un adolescent habillé en femme, et exigeant que tout le monde traite cette évidence, cette fiction, comme une réalité. Mais, en 68 après Jésus-Christ, les excès de Néron avaient finalement poussé l'establishment romain trop loin. Des rébellions éclatèrent à travers l'Empire, menées par des gouverneurs exaspérés par le comportement erratique de l'empereur et son indifférence à la gouvernance. La garde prétorienne se retourna contre lui, et le Sénat le condamna comme un ennemi de l'État. Lorsque Néron prit la fuite de Rome, accompagné d'un petit cercle de fidèles, Sporus était avec lui. Même face à la mort, l'empereur refusait d'abandonner son rappel vivant de Popée. Ils se réfugièrent dans une villa à l'extérieur de Rome, attendant désespérément un secours ou redoutant la capture. Néron, oscillant entre des plans d'évasion grandioses et des préparatifs théâtraux pour le suicide, finit par choisir la mort plutôt que la capture. Mais son suicide laissa Sporus incroyablement vulnérable, car il demeurait l'un des symboles les plus visibles et dérangeants du règne de Néron. Il était à la fois un trophée convoité et une lourde responsabilité pour quiconque prétendrait au pouvoir. Ce qui suivit fut peut-être encore plus tragique. Sporus devint un pion politique, transféré d'un homme puissant à un autre, tel un bien précieux. Réclamé d'abord par Nymphidius Sabinus, puis par Otho, et enfin par Vitellius, chacun le traita comme l'avait fait Néron, le contraignant à s'habiller en femme, et l'appelant par le nom de Popée. Mais c'est sous Vitellius que le cauchemar de Sporus atteignit son paroxysme.
Le nouvel empereur décida de l'utiliser pour des divertissements publics dans le Colisée, plus précisément pour une reconstitution de scènes mythologiques impliquant violence et humiliation sexuelle. Pour Sporus, cela représentait l'ultime dégradation, être humilié devant des milliers de spectateurs pour leur simple amusement, plutôt que de subir cette humiliation finale. Sporus fit le seul choix qui lui appartenait vraiment depuis des années. Il mit fin à ses jours, probablement par poison, en 69 après Jésus-Christ. Il n'avait sans doute pas plus de 20 ans. Dans la mort, Sporus échappa enfin au théâtre grotesque qui avait consumé sa vie. Son histoire devint une parabole sur les dangers du pouvoir absolu et le coût humain des excès impériaux. Mais les historiens anciens semblaient moins intéressés par Sporus en tant qu'individu que comme un simple symbole de la décadence impériale. Ce qui rend son récit si obsédant, ce ne sont pas seulement les abus qu'il a subis, mais la manière dont il fut systématiquement dépouillé d'identité et d'autonomie. À partir du moment où Néron décida qu'il ressemblait à Poppée, Sporus cessa d'exister en tant qu'individu et devint une toile pour les fantasmes tordus de l'empereur. Le fait que Sporus ait choisi la mort plutôt qu'une humiliation plus grande suggère que quelque part, sous les couches de féminité forcée et de conditionnement impérial, une étincelle de son moi originel avait survécu. Son suicide fut à la fois une tragédie et un dernier acte de défi, un refus d'être davantage dégradé, même au prix de sa propre vie. Peut-être le plus tragique est que nous ne savons presque rien de qui était Sporus avant sa transformation. Quels étaient ses espoirs, ses rêves? Que voulait-il faire de sa vie? Tout cela fut effacé lorsqu'il devint la poupée vivante de Néron, remplacé par une performance si complète que son identité originale disparut totalement. Le garçon, forcé de devenir une impératrice, qui endura des années d'abus psychologiques et physiques, qui, finalement, choisit la mort plutôt qu'une dégradation supplémentaire. Son histoire mérite d'être tenue, non pas simplement comme une curiosité de la Rome antique, mais comme un témoignage à la fois de la cruauté humaine et de la résilience humaine. En choisissant sa propre mort, Sporus reprit la seule chose qui lui avait été refusée tout au long de sa vie adulte, le pouvoir de décider de son propre destin. Son histoire nous rappelle que, derrière chaque récit historique de grandeur impériale, se cachent des histoires humaines individuelles de souffrance et de survie, qui méritent notre attention et notre compassion, même à travers le gouffre de 2000 ans.